On était passé sur une mine, le mec il avait une idée, on est passé sur la mine, il s'est endormi. On avait un peu comme le wanted mis à prix. Pour eux, si tu tapes un hélico ou un avion, ils gagnaient plein d'argent. Et force spéciale américaine, il faut un tir de mortier. Sauf que le tir de mortier, il est tombé entre nous et le premier pays. Et donc à ce moment-là, le VLRA juste devant moi, il pète. Blessé trauma sonore, je prends les deux assurances et les deux à fond. Je paye 350 € par mois. Je me dis les thunes, je m'en fous, je vais mourir. Bonjour, je suis Troc31, je suis ancien militaire, je viens du renseignement et de la guerre électronique et je vous raconte mon histoire pour Vétérans de France. Je suis rentré à l'armée en septembre 2001, donc j'ai personne de ma famille qui était militaire. Donc j'ai passé les tests et j'ai été pris. J'ai fait un BEP électronique, bac ST électronique et IUT et GE2I. Donc tout était orienté dans l'électronique parce que je n'ai pas pu faire dans le général à cause de mon niveau en anglais. J'étais vraiment trop nul en anglais. Et du coup, quand je suis rentré dans le CERFA, ils m'ont envoyé vers la guerre électronique parce qu'ils avaient des besoins. Sauf qu'ils m'ont vendu des photos et des vidéos du 13e RDP. Vu que moi, j'étais quelqu'un qui était très sportif, qui voulait de l'action, du coup, c'était vendeur, ça me donnait envie d'aller là-dedans. Et après, ils m'ont parlé de la guerre électronique et du coup, ils m'ont dit, c'est fait pour toi et tout, donc je suis allé là-dedans. Ce qui s'est passé par contre de particulier, c'est que je suis rentré en septembre 2001, mais j'ai su qu'un an après ce que j'allais faire, quasiment. Donc moi, je suis rentré en tant que DASEM, détection et analyse des signaux électromagnétiques, dans le renseignement, dans la guerre électronique. Mais pendant un an que j'ai été militaire, quand je demandais aux personnes qui étaient militaires depuis 10-15 ans, ils ne savaient pas ce que c'était la guerre électronique. Ils me disaient les grandes oreilles. Ils ne savaient pas ce que j'allais faire comme travail. Et donc c'était ça qui était assez hallucinant en fait. Il m'a fallu un an d'être militaire pour savoir ce que j'allais faire. C'est vraiment... Quand j'ai choisi mon régiment, c'est pareil. Donc j'ai eu le choix à Saint-Mexan de choisir mon régiment. Et j'avais le choix entre le 44e régiment de transmission et le 54 RT. Il n'y a que ces deux régiments en France qui font de la guerre électronique. Donc j'avais vraiment le choix entre ces deux-là. Mon nombre favori, c'est le 44. Mais en fin de compte, heureusement, il y avait un magazine qui existait, qui existe toujours, je crois, c'est RAID. Et donc là, sur un RAID, il y avait les régiments du renseignement. Et dans les régiments du renseignement, il y avait le 44 RT, le 54 RT. Je me suis renseigné là-dessus. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que le 44 RT était plus orienté fixe, le 54 RT plus orienté mobile. Et moi, ce qu'il me fallait, c'était le mobile. Donc du coup, choix 54 RT. Et donc voilà, après j'ai pris la décision d'aller au 54 RT. Donc on a passé 2 jours là-bas et après on est parti au CT1. Donc lors de ces 2 jours, j'ai posé quelques questions sur ce qu'on allait faire. Et après, j'ai fait mon CT1 de DASEM. Alors nous, comme spécialité, la spécialité DASEM, c'était jusqu'aux années 2010-2015, c'était obligatoire que ça soit direct. Tu ne pouvais pas être DASEM et semi-direct. Jusqu'à, je ne sais plus si c'est 2010-2015, pour être DASEM, il fallait être qu'en direct. Le direct, ça veut dire comme quoi on rentre à l'armée en tant que sous-officier. On ne pouvait pas être militaire du rang, passer des examens et après devenir DASEM. Quand on est arrivé à Saint-Mexan, pour moi c'était tout nouveau, hein. J'avais essayé de voir certains reportages et tout, mais après c'est pareil, 2001, il faut savoir que 2001 c'était, j'avais un téléphone, mais moi j'ai connu Internet avec à la sortie du Minitel et après avec Internet avec AOL Deezer, avec les bip, à peine le téléphone portable qui sortait quand j'ai commencé avant, pendant mes études, je faisais de l'intérim et du coup, c'était téléphone portable et tout. Donc, on n'avait pas la ressource d'information qu'on peut avoir maintenant. Et donc, quand j'arrive à Saint-Mexan, je découvre tout. Je découvre l'armée. Je connaissais vraiment rien au niveau de l'armée. Et donc, du coup, j'ai découvert tout ça. Arrivé à Saint-Mexan, j'ai pu goûter au camp d'Avon. Donc, c'est les camps où on s'entraîne là-bas. Ce qui était marrant aussi, c'est ça, c'est que donc il y avait 2 compagnies. J'étais 3e bataillon, 2e compagnie. Et en fin de compte, ils avaient décidé de faire les sections par rapport au niveau d'anglais.
Et comme j'ai dit avant, j'étais dans une section où on était les plus nuls en anglais. Certains n'avaient jamais fait d'anglais. D'autres, ils avaient fait n'importe quoi. Avec moi, j'avais 3 Tahitiens, 2 Réunionnais. On était tous que des bourrins. Donc, moi, ça m'allait très bien, du coup. Et par exemple, on a fait des ERAF. Donc, c'était des épreuves de raid un peu à Saint-Mexan. On les a tous gagnés. On les a tous gagnés. On était tous les plus bourrins sur les épreuves de sport, sur les défis entre compagnies, entre sections. On a tout gagné. Après, on aurait eu un test d'anglais. Là, on était vraiment les plus nuls tous. Par contre, particularité aussi qu'il y a eu, ben, je rentre 1er septembre 2001. 10 jours après, 11 septembre 2001, attentat. Donc nous, on est dans la section, on est en train de parler et tout. Et au bout d'un moment, on entend « Regardez la télé et tout ». On met la télé et là, on voit le 11 septembre. On voit les attentats, on se pose des questions, nous, qu'est-ce qui va se passer ou quoi? Alors à ce moment-là, ça commence à parler et tout. Ouais, s'il le faut, on va pas faire 7 mois, on va nous envoyer de suite au front et tout. Donc bon, voilà, il y a plein de choses qui se disent là-dessus. Moi, c'est particulier après recul, parce que ben, il se passe ces attentats, ça parle d'Afghanistan, ça parle de Ben Laden. Je pouvais pas savoir ce que j'allais vivre après. Je pouvais pas savoir que j'allais passer plein de missions, que j'allais passer plus d'1 an et demi en Afghanistan, tout. Je savais pas tout ça en fait. Et en y repensant après, je suis là, ah ouais, tout s'est découlé après en fait. Et donc voilà, Saint-Mexan, ça a été bien formateur pour moi. On avait des super cadres. Franchement, j'ai bien aimé la mentalité. On a eu plein de petits trucs comiques. Dans le cas d'avant, bien sûr. Donc, des fois, tu te bouges la nuit, tu es dans le camp, tu essayes d'aller chercher d'autres sections, tu as des petites missions et tout. Et à un moment, nous, on fait bourrin, azimut. On fait un azimut pour aller à un endroit, il y a du fil. Donc, c'est pareil, respecter les règles. Faut respecter les règles, faut faire attention, pas passer n'importe où et tout. Et des fois, tu fais un peu, tu joues un peu là-dessus. Donc, tu as une clôture électrique, tu passes, tu continues d'avancer, c'est la nuit. Puis au bout d'un moment, tu entends un drôle de bruit. Tu entends un gros bruit, un gros souffle. Taureau. T'es 10 pax, dans le noir comme ça, et en fait un taureau. On s'est mis à courir comme des lapins. Comme des lapins. Et là, c'est là où tu vois, chacun ne réagit pas de la même façon et tout. On n'a pas cherché à aller tous colonne à un ou quoi. Ça fait... Tout le monde s'est barré. Tout le monde s'est barré. On a tous couru, on ne savait même pas où on courait parce qu'on savait de où on avait passé la clôture électrique, mais on allait vers une direction en fait. Et donc du coup, on entend le taureau en train d'arriver et on continue de tracer, on essaye de trouver une limite et on passe par derrière. Et après, quand on a tous passé, alors que le but non, hein, c'est d'être discret, ouais, t'es là, en train d'essayer de s'appeler pour qu'on se rejoigne tous. Donc ben, voilà, c'est une petite anecdote bien sympa et du coup, c'est ça qui te permet qu'avec l'expérience, tu sais que ben voilà, quand il y a une limite, tu peux peut-être t'amuser à la dépasser. Enfin, c'est même pas de l'amusement de base, c'est pour la mission. Mais par contre, il faut que tu essaies de calculer qu'est-ce qu'il peut y avoir après. Parce que ben, l'impact qui est après, voilà. Là, après, ça va, on s'est tous retrouvés, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de problème. L'anglais, c'est vraiment mon plus gros regret de ma vie. Après, j'ai des problèmes 10, donc ça y joue un peu. J'ai des problèmes sur la lecture, sur l'écriture. J'ai des fortes capacités en scientifique. Donc, par exemple, mon bac, le bac, je l'ai eu avec mention. J'ai eu 18 en maths, 18 en physique. J'ai eu 4 en français, 4 en philo. J'ai lu que 2 livres dans ma vie. J'ai lu Le Petit Nicolas et ton livre. Voilà. Même pour le bac français, il faut lire Don Juan. Je ne l'ai pas lu. En fait, j'ai regardé le film et après, j'ai regardé un résumé. Il disait la différence entre le film et le livre. Et à l'oral de français, j'ai eu 14. Donc voilà. Toujours, il y a des règles. Tu essaies de jouer d'une autre façon et puis voilà. Salut la team Vétérans de France. Aujourd'hui, le jeu World of Tanks s'associe avec nous Vétérans de France.
C'est un shooter stratégique gratuit et tout public en 15 contre 15. C'est la référence des jeux de chars pour l'armée. Ils offrent un pack de bienvenue exclusif. Cliquez sur le lien dans la description pour le récupérer. Si vous créez maintenant votre premier compte Wargaming sur PC, vous recevez le char Excelsior de niveau 5, 7 jours de premium pour booster vos gains, 250 000 crédits pour personnaliser votre garage et 3 chars légendaires en location pour 10 batailles chacun. Le Cromwell B, le Tiger 131 et le T3485M. Cliquez sur le lien en description pour profiter de cette opportunité. Vous ne serez pas seul puisque la communauté compte déjà plus de 220 millions de joueurs avec plus de 800 chars personnalisables, 5 classes différentes et 40 maps uniques. Tu préfères jouer ailleurs? Il existe aussi des versions console et mobile, mais ce pack de bienvenue est réservé aux joueurs PC. Alors fonce dans la description et clique sur le lien. Rejoins-nous sur le champ de bataille, équipe ton Excelsior offert dans le pack de bienvenue et montre-nous ce que tu vaux. On se retrouve tout de suite en jeu, le lien est en description. Dans le régiment, ce qui est particulier, c'est que le régiment il est en Alsace. Donc le 54 RT est à Haguenau, le 44 RT est à Mudig. Donc c'est en Alsace, près de la frontière allemande, plus proche du côté Russie et tout, par rapport à ce qui s'est passé avant. Et donc souvent on correspond entre nous. Au 44, ils peuvent bosser de la France. Nous au 54, on est des unités mobiles. Donc du coup, le but c'est de s'entraîner en France de telle façon que quand on est à l'étranger, on puisse être opérationnel de suite. Par contre, la problématique qu'on a, c'est qu'en France, il y a des choses en guerre électronique qu'on ne peut pas faire en France, en fait. Et donc, c'est ça qui est difficile, de pouvoir s'entraîner en France côté guerre électronique pour être opérationnel après à l'étranger. Donc, on s'entraîne au maximum, on va dire, sur la gamme VUHF, voilà. Mais après, sur la gamme SHF, il y a des choses où c'est plus difficile. Voilà. Donc, il faut aller dans des centres spécialisés où on peut s'entraîner. La guerre électronique, en fait, pour essayer de faire au plus simple et au plus court, il faut se dire comme quoi il y a un émetteur et un récepteur. Donc, ils vont envoyer des données. Donc, quand vous allez parler, quand vous allez faire quelque chose, vous allez émettre, l'autre personne, elle va recevoir. Vous, ça va être de la voix, mais en fin de compte, ce n'est pas la voix qui va être envoyée. Ça va être, par exemple, du train binaire ou autre chose. Donc, cette donnée va être transférée. Nous, le but de la guerre électronique, c'est arriver à attraper ce message et arriver à sortir de l'information là-dessus. La gamme, donc il y a plusieurs VUHF, SHF par exemple. Et donc, on va avoir, par exemple, le VUHF, on aura une grosse partie qui est faite en guerre électronique où ça va être, on va dire, sur les Motorola, donc les Talkie-Walkie et ainsi de suite, qui sont très très souvent utilisés parce que c'est quelque chose qui va être simple, pas cher, pas besoin d'antennes relais ou quoi que ce soit, donc c'est très souvent utilisé à l'étranger. Après, certains sont pas cryptés, certains sont cryptés, donc il y a des choses qui sont plus ou moins compliquées là-dessus. Après, il y a aussi des gammes où il y a toute la partie GSM, et après, il y a la partie encore au-dessus où il y a SHF. Donc tout ça, c'est le spectre électromagnétique, on va dire. Et il y a même en dessous avec les sous-marins, avec les sonars. Donc il y a vraiment des fréquences qui sont certaines choses inaudibles et d'autres qui sont audibles comme la voix, qui va être entre 400 et 3400 Hz. Donc voilà. Et après, ça va monter jusqu'à la SHF. La SHF, ça va être plus la partie satellite. Donc c'est vraiment plus tout ce qui va être communication au niveau des satellites. Et donc, suivant la gamme de fréquences, on ne va pas travailler à la même distance. Sur la gamme de fréquences HF, qui est des fréquences basses, en fait, fréquence basse, distance longue. Donc du coup, on va pouvoir être des fois à 200 km de la cible, par exemple. En SHF, c'est encore différent, parce qu'il va falloir jouer avec le satellite. Donc la chose même là-dessus, la particularité qu'il y a, c'est que 90% de ce qu'on fait en guerre électronique est passif. On n'est pas visible. Le but, c'est de ne pas être détecté. Si la personne ne sait pas que vous êtes là, ben, vous pouvez tout récupérer.
Si la personne a des doutes de ce que vous avez, ben, du coup, elle va se comporter différemment. Voilà. Et donc ça, il y a des spécialités différentes, où il y a d'autres choses différentes, où on peut faire de l'intrusion, mais si on fait de l'intrusion, on ne va pas pouvoir faire autre chose. Donc ça va nous limiter. Et donc, par contre, quand on va être en VUHF, comme on dit les talkie-walkie, ben là, il va falloir être des fois à 10-20 km. Donc c'est pour ça qu'on parle par exemple de la partie mobile du 54 RT, ben, ça va être une grosse partie en VHF, et donc on va être au plus proche. C'est pour ça que quand on était en Afghanistan ou ailleurs, on était vraiment dedans, au plus proche. Donc, premier Afghanistan, c'est 2005-2006, voilà, parce que j'ai fait mandat hiver. Ben, la plupart, on veut tous y aller, parce que c'est les premières missions guerre électronique au niveau de l'Afghanistan. On en entend parler, c'est pour la mission ARES-6. Moi, ce qui se passe, c'est que mon commandant d'unité, c'est lui qui va partir. C'est lui qui va choisir donc ses éléments, et c'est la fin de son commandement. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec lui. Il choisit 10 bonhommes avec lui, et je suis sélectionné dans ces 10 bonhommes. Donc pour moi, c'était une mission que je voulais faire, que tout le monde voulait faire. De la fierté que mon CDU, que j'adorais parce qu'il avait une mentalité capitaine B, voilà, il se reconnaîtra. Donc mentalité très particulière, même les autres officiers le trouvaient très bizarre. Mais en fait, il avait déjà une mentalité d'un niveau au-dessus pour s'adapter. Il dormait toujours avec son sac. Quand on était sur le terrain, il avait toujours son sac de prêt. Et c'est ce qu'on a vécu après en Afghanistan avec la musette d'alerte. Il fallait toujours pouvoir être prêt de, quand ça pète, paf, pouvoir bouger. Toujours. Et j'ai même gardé cette habitude maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, voilà, présélectionné, sélectionné, on part là-bas. Donc on se retrouve à Spinboldak, voilà. On se retrouve 200 PAX, sur cela que des forces spéciales du COS, donc commando marine, CPA 10, première PIMA, 13e RDP, et nous là les quelques PAX guerre électronique intégrés dans le COS. Voilà. Donc mission qui au tout début devait être de 4 mois, et en fin de compte on nous annonce à 3 mois qu'elle va être de 6, donc prolongée encore plus. J'ai fait plusieurs Afghanistan. Et chaque fois, ce n'était pas le même principe d'émission, ce n'était pas les mêmes conditions. Et là, le but, c'était vraiment d'aller chercher du taliban, d'aller arrêter les camps d'entraînement. Voilà, c'était vraiment ça la mission. Des mecs super bien, travailler avec le COS, franchement. Moi qui étais rentré en ayant vu des photos et des vidéos du 13e RDP et qui voulais aller chercher ça, en fin de compte, la guerre électronique, là, j'étais carrément intégré avec. Et même, c'est ça qui avait de bien. Au tout début, les forces spéciales ne nous connaissaient pas trop. Et en fin de compte, quand ils ont vu ce qu'on pouvait faire, au bout d'un moment, ils voulaient sortir qu'avec nous, en fait. Il y a même une équipe, à un moment, qui elle a annulé sa mission parce que nous, on n'était que 2 équipes, alors qu'eux, ils étaient plusieurs. Et on ne pouvait pas être à plusieurs endroits. Donc, à un moment, ils ont annulé une mission. Ils l'ont retardé d'1 semaine pour qu'on ait le temps de rentrer pour pouvoir partir avec eux. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé la guerre électronique, et c'est ce qui a fait que je suis parti, même mon dernier mandat en Afghanistan, c'est que ouais, j'ai sauvé des vies en fait. Ça fait bizarre de le dire comme ça, je ne l'aurais pas dit dès le début, mais c'est après avoir repensé, après avoir eu, pareil, on n'y fait pas gaffe quand on nous dit, certains ils disent merci. Tu dis merci, tu m'as peut-être sauvé la vie et tout. Et on n'y pense pas sur le coup, et c'est une fois que je suis rentré en France, que j'ai fait toute mission, que je vois que j'ai eu de la chance de m'en sortir et tout, et je me dis, c'est vrai en fait. Il y a eu des fois, on a fait baisser les têtes, il y a des fois, on a dit attention, ça va arriver par là, et ça arrive par là en fait. Des fois, on a gagné 5 secondes, des fois 1 minute, des fois 1 journée d'avance sur ce qu'allait faire l'adversaire en fait. Et le fait d'apporter ces infos, ça nous a sauvé des vies des fois. Et des fois, ça nous a permis, par contre, d'aller chercher des mecs qu'on cherchait ou d'avoir du renseignement en plus. Il y a eu une mission où, en fait, on a eu chaud. Moi, je n'ai pas aidé, mais on a su qu'on a eu chaud après coup, en fait. Donc, on est à Spinboldak. Donc, on a une mission et on doit relever d'autres PAX qui sont au niveau de Garang, qui est un site. Voilà.
Et donc du coup, pour aller là-bas, tu es obligé de passer à un certain endroit. Et tu as un endroit où tu as la passe de Gouane. Et ça fait un peu un entonnoir. Il y a un chemin où tu es obligé de passer par là. Et le VLRA, il passe pas. Il nous manque, allez, 10 cm. Mais à côté, c'est la montagne. Et si on se décale, tu tombes dans la ravine. Donc du coup, on se recule, on fait la sécurité, on sort les lots pionniers et on attaque la montagne. Donc on a attaqué, gratté la montagne pour pouvoir passer avec le VLRA. On a attaqué la montagne avec pelle et pioche pour gratter la montagne de telle façon qu'au fur et à mesure on regardait, parce que le rayon de braquage du VLRA, il n'y a pas de direction assistée. Il n'y a vraiment pas de direction assistée, c'est comme ça. Donc du coup, on a gratté la montagne pour pouvoir passer avec le VLRA et comme ça on a pu passer. On arrive à Garang. Donc nous, ce qui se passe aussi de particulier la guerre électronique, c'est que allez, bon, 90% des fois, on travaille tout le temps. On travaille, par exemple, quand on était sur le trajet, on travaillait. Quand on arrive à Garang, même si on est sur poste, on travaille. On est toujours H24, 7/7. Donc travailler, c'est toujours en écoute, toujours avec un casque pour savoir ce qui se passe. Parce que le but qu'il y a, c'est que soit des fois, on va chercher du renseignement pour donner des informations par rapport à quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est du renseignement où ça va être pour prévoir certaines choses. Et par contre, il va y avoir de la veille qu'on appelle. Donc par exemple là, quand on écoute, si jamais à un moment j'entends quelqu'un, comme on a entendu plusieurs fois, des Allahu Akbar, certaines choses comme ça, et on sent que le mec il est excité, et nous on sait que par rapport au son et par rapport à la direction que ça peut nous donner, qu'il est plus ou moins proche, eh bien on va faire agir notre convoi pour dire c'est en train de se rapprocher, on va sûrement se faire attaquer ou quoi. Quand on arrive sur Garang, on fait nos écoutes. Et là, à un moment, il y a un message, j'intercepte et on fait traduire. Et quand on traduit, en fin de compte, on était passé sur une mine. Le mec, il avait une idée. On est passé sur la mine, il s'est endormi. Et là, tu te dis... et du coup, je redemande, mais c'est ça le... Parce que là, c'est important, tu vois, aussi, l'info. Et donc, du coup, il fallait... Ouais. En fait, le mec, il avait fait remonter l'information qu'on était passé sur la mine, mais il s'était endormi. Les mines, c'est un gros problème qu'on a. Et donc, il y a soit les mines où tu roules dessus, et donc ça déclenche, et ça pète. Et en fait, il y a une histoire un peu comme de chat et de la souris, un peu comme le virus, antivirus. Ils essayent des façons, on arrive à les contrer, ils cherchent une autre façon. Donc, il y a vraiment tout ce système-là. Et ce qui est une des problématiques qu'on avait en Afghanistan, c'est les IED. Donc, c'est les mines qui sont télécommandées. Ils peuvent être télécommandés avec un Motorola, avec un téléphone, avec plein de choses. Et du coup, on était passé dessus, sauf que vu qu'il s'était endormi, il n'avait pas déclenché. Donc là, tu te dis, waouh, c'est passé à rien. C'est passé à rien. Et comme j'ai dit, moi je sais que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai des copains qui ont été blessés, d'autres morts. Et tu peux être le meilleur du monde. Tu peux être le meilleur du monde. Mais il y a des choses, tu ne pourras pas les voir. Comme j'ai dit, chez la souris, eux, ils essayent de cacher des choses. On a trouvé des mines avant de se les faire péter. Mais des fois, ça n'a pas marché tout le temps. Là, par exemple, on a roulé dessus. C'est coup de hasard, coup de chance, le mec, il s'était endormi. On avait toujours peur des embuscades, toujours peur que quand ça pète, il te faudra des devant, derrière et tout. Parce que est-ce que c'est fait exprès, des fois, pour séparer le convoi? Parce qu'il y a une stratégie aussi. Hein. Chaque fois, pour tout ce qui arrive, il y a une stratégie. Est-ce qu'ils font péter des fois au milieu pour que le convoi... Ils espèrent que ça se sépare et ils attaquent d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'ils vont cibler un véhicule? Je sais que moi, après les 2 autres Afghanistan que j'ai fait, j'avais un gros VAB qui coûtait plus d'1 million, qui croyait que c'était un lance-missile, mon VAB. On était les seuls VAB non blindés parce qu'on était déjà trop lourd. Et donc, du coup, ils croyaient, ils voulaient nous éliminer. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait en Afghanistan. C'est que on avait un peu comme le wanted mis à prix. Pour eux, si tu tapes un hélico ou un avion, ils gagnaient plein d'argent. Et après, suivant ce que tu tapais, et nous, notre VAB, il était vraiment très coté. Là. Donc, comme j'ai dit, moi, le renseignement, on avait le renseignement de sécurité et des fois de la veille. Donc, voir le renseignement qui se passe, tu sors de l'information, ça permet de voir un peu ce qu'on va faire. Là, le but, c'était vraiment d'aller chercher
d'aller chercher quelqu'un. Et ce qui se passe qui était problématique, l'Afghanistan, enfin moi j'ai trouvé le pays très joli, super beau. Il n'y aurait pas eu les problèmes qu'il y a. Je trouvais le pays super beau. J'aurais aimé faire du parapente là-bas par exemple, ou des treks ou des randonnées. Mais franchement, merveilleux le paysage. Quand on arrive souvent, ben, on se déplace une partie la journée pour aller de village en village. Mais après, souvent, une grosse partie de nos missions, on les fait la nuit. Et on se déplace entre le moment où on s'arrête, que le jour s'arrête, et après la mission qu'on va faire la nuit pour pas qu'on sache à quel endroit on est. Mais ce qui se passe, c'est que quand on se déplace de village en village, ben souvent il y a des sonnettes qu'on appelle. Donc c'est une personne qui va être en haut d'une montagne et qui va dire ben voilà, je les ai vus arriver là, ils vont là, ils font passer l'information de où c'est qu'on va. Parce que l'une des problématiques qu'on avait en Afghanistan, c'est que comment reconnaître un Afghan normal d'un taliban. Ben, à part l'arme avec lui et comme quoi tu es sûr par le renseignement que c'en est un, tu peux pas. Donc souvent, ils lâchent l'arme, ils ont des trous, ils ont des cachettes et tout, tu pouvais pas faire la différence. Et ce qui se passait, c'est que dès qu'on quittait un village, souvent, il y a les sonnettes qui peuvent dire comme quoi on est parti. Et même des fois, le village eux-mêmes, tu partais d'un village et tu avais de la fumée qui ressortait. En fait, ils font des feux de fumée, comme à l'ancienne. Et ce feu de fumée, ça veut dire qu'on est passé par là. En fait. Et donc, nous, là, le but, on s'est dit, on voulait chercher une sonnette. Donc, un qui donnait des infos sur nous et tout, parce qu'on voulait en attraper un de telle façon de pouvoir que d'autres sonnettes puissent se poser des questions là-dessus et essayer de voir si on pouvait sortir du renseignement là-dessus. Donc, il faut savoir que Spinboldak, on était donc 200 Pax français, mais on était avec les forces spéciales américaines et on était soutien américain. Donc, le soutien américain, c'est top. Voilà, il y a des moyens, c'est vraiment top. Là, la mission, il y a une montagne en fait, et moi, je peux donner un azimut. Donc, un azimut, c'est une direction. Donc, je sais que la sonnette qui parle de nous, elle est dans une direction. Par contre, la direction que je donne, on ne sait pas si c'est à 5 km, 10 km, 20. On sait que ce n'est pas 100 km, sinon je ne pourrais pas l'entendre, mais on ne sait pas à quelle distance elle est. Donc, c'est pour ça qu'on fait, nous, en guerre électronique, de la goniométrie, où on va pouvoir donner une direction. Et normalement, quand on a les moyens et quand on peut, le mieux, c'est en avoir 3 qui font de la gonio sur la même personne. Comme ça, les 3 personnes, elles donnent chacun un angle. Et quand tu vois les 3 trajectoires, tu vois où c'est qu'il y a le milieu, ça te dit où il y a la personne. Sauf que nous, on n'est que 2 équipes, chacun sur une mission différente, donc on ne peut pas. Sauf que là, on a la chance que le but, c'est de l'attraper lui. Donc j'ai donné cette direction. On fait exprès, on se déplace de 5 km à peu près, mais sur le côté. On ne va pas vers l'azimut. On prend un angle pour essayer d'avoir une autre direction. Donc là aussi, ce qui est compliqué, c'est que quand on cherche cet azimut-là, quand il y a 2 personnes qui parlent, j'ai 2 angles. Donc soit ça peut tomber comme quoi ils sont vraiment les 2 dans la même direction et donc je vais avoir un seul azimut pour 2 personnes, soit ils vont être 2 séparés et à ce moment-là, je vais avoir 2 directions. Mais une fois que je vais me déplacer, c'est là où c'est très compliqué, il faut espérer que eux, ils n'aient pas bougé, parce que s'ils ont bougé, ça va fausser. Et il va falloir que quand eux deux, ils vont reparler, je vais arriver à donner les directions. Là, la chance que j'avais, c'est que j'en entendais qu'un seul. J'entendais pas le deuxième à qui il remontait. On se déplace, je chope un autre azimut, on se déplace, je chope un autre azimut, et là, ça tombe en haut d'une montagne. Donc je dis, pour moi, je pense, et s'il ne s'est pas déplacé, donc c'est avec mon chef, on pense qu'il est là. Donc on fait remonter à notre convoi, et notre convoi, on dit, ben, on y va, on va le chercher. Donc on va proche de la montagne, on se sépare tous, donc il y avait nous, donc moi j'étais là, c'était Commando Marine qui était avec nous, première PIMA, force spéciale américaine. Il faut se dire un peu que c'est un peu comme la montagne, un peu comme une pyramide, et on arrive chacun d'un côté de la montagne. Donc nous, en face de nous, on a la montagne, à droite, à peu près à 5 km, on a le premier PIMA, et les Américains, on ne les voit pas, ils sont de l'autre côté de la montagne. Et là, les forces spéciales américaines, donc on ne voit pas le mec de la sonnette, moi je l'entends.
Lui, il ne sait pas qu'on vient pour lui. Mais nous, on ne le voit pas. Visuellement, ils sont très bien cachés. On ne voit pas. Du coup, ils veulent essayer de le faire bouger et tout. Les forces spéciales américaines, ils font un tir de mortier. Sauf que le tir de mortier, il faut vraiment bien l'exécuter sur une montagne. Parce que, comme là, ce qui s'est passé, il a été trop long. Et en fin de compte, plutôt que d'aller taper le haut de la montagne, il est tombé entre nous et le premier RPI-humain. Et ça fait réfléchir. ça fait réfléchir là-dessus. C'est ouais, t'es là. Et en fait, en plus, on s'y attendait pas. Franchement, autant je réfléchis souvent bien, j'essaye d'anticiper, je réfléchis plusieurs coups à l'avance et tout, je ne l'ai pas vu venir. Franchement, on ne l'a pas vu venir. On est là. Ils disent, ouais, tire. C'est pas bon votre tir là. Là, votre tir, c'est pas bon. Et en fin de compte, ça fait quand même bouger la sonnette qui commence à se barrer. Les types du premier et les forces spéciales américaines interceptent la sonnette. Ils le prennent. Ils vont voir le point où il était. Et quand ils vont le récupérer, le mec, il avait carrément une lettre de remerciement signée par Ben Laden. Donc pour nous, on dit déjà bien là-dessus, content d'avoir la sonnette, content. Donc franchement content là-dessus. Et après, par contre, du coup, vu qu'on était là, c'était avec les forces spéciales américaines, c'est eux qui l'ont pris pour toute la partie interrogatoire. Mais voilà, là pour moi, ce qui était intéressant, c'était vraiment notre partie guerre électronique. On n'était pas là que pour sécuriser. On a fait une partie où on a souvent, on va dire, c'était les forces spéciales qui travaillaient et nous, on était là en sécurité ou pour donner du renseignement. Alors que là, c'était pour nous, toute la mission était autour de nous. Donc c'était vraiment intéressant là-dessus. La surprise d'avoir le tir au milieu. Donc ça, on en rigole maintenant parce que ça s'est bien passé, mais sur le coup, ouais, ça fait bien réfléchir. Après, on s'est taquiné, après on s'est retrouvé. Moi, c'est pareil, je suis passé au popcorn salé parce que les Américains, ils adorent le popcorn. Maintenant, j'adore le popcorn salé. On a rigolé ensemble et tout, et on s'est taquiné là-dessus. Mais ouais, c'était une anecdote un peu particulière. À Garang, c'était vraiment un coin tout paumé, c'était rustique. On y restait souvent 2 semaines, et après, on faisait des rotations. Et là, la douche, donc j'ai même encore des photos, pas de la douche, mais du toilette. Elle est marrante. Donc les toilettes, c'est du simple, hein. C'est un gros trou, 2 planches de bois, et avant, un carton marqué, je sais plus s'il y a marqué ouvert, fermé, open, free, un truc comme ça. Et donc tu mettais ça, t'allais sur tes planches, et puis voilà, c'était du basique. Et pour la douche, c'était, ça me fait penser un peu comme en Grèce, là, qu'ils ont c'est des gros bidons d'eau, en fait. Et en fait, on ouvrait le bidon et c'était ça notre douche. Sauf que quand on est en hiver, en fait, l'eau, elle était congelée. Donc du coup, on était obligé d'attendre qu'il fasse assez bon, que l'eau se décongèle pour que ça coule et pour qu'on se douche avec. À un moment, on reste plus longtemps sur Garang et on va pour nous amener notre courrier qui était arrivé à Spinboldak. Il y a un VLRA qui arrive et en fin de compte, le VLRA, il tombe en panne. Donc du coup, ce VLRA, il tombe en panne. Nous, on décide de rejoindre, donc avec un de nos VLRA, d'aller rejoindre le convoi pour récupérer les colis. Moi, j'étais resté sur Garang. Et donc là, ils mettent le VLRA à côté. Ils récupèrent, ils font le transfert des colis. Comme ça. Et après, normalement, ils partaient de suite nous rejoindre. Et en fin de compte, quand ils sont arrivés, il y a un des copains qui m'a raconté que quand ils ont transféré les colis, au bout d'un moment, ils avaient fini. Il va pour pisser juste à côté. Et quand il pisse à côté, il trouve un carton par terre qu'ils avaient fait tomber dans le transfert. Et ce carton par terre, c'était un colis à moi. Donc en fait, j'ai failli avoir un colis à moi, paumé dans la verte au plein milieu de l'Afghanistan. Et j'étais bien content qu'il avait réussi à le reprendre et à me l'envoyer parce qu'il y a un petit message de ma femme en plus. Donc, parce que c'est pareil, le premier Afghanistan, c'était vraiment très différent des moyens de communication qu'on a pu avoir avec la vie civile. À l'époque, on avait 5 minutes par semaine, par téléphone. Voilà. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. On avait une petite cabine à un endroit à Spinboldak et on avait 5 minutes de téléphone par semaine, voilà, avec sa famille. Le mandat, c'est bien fini. Il y a eu des fois des choses assez chaudes. À un moment, on est en mission, ça c'est pareil.
Au fur et à mesure, des fois, on se rapprochait de la frontière Pakistan, des fois, on allait à des endroits particuliers, et des fois, on allait de plus en plus loin, on s'est éloigné de Spin Boldak. Et en fin de compte, eux, ils l'ont eu simple par rapport à ça. À un moment, on rentre de mission. Alors, je ne sais pas, est-ce que parce qu'on rentrait de mission, qu'on était fatigué, on faisait moins attention? Est-ce que parce que c'était proche de notre base, on y pensait moins? Et à un moment, à quelques kilomètres de notre base, hein, on avait le visuel sur notre base, mine. Et donc à ce moment-là, le VLRA juste devant moi, il pète. Et donc tout le devant. Heureusement, pas de mort chez nous. Blessé trauma sonore. J'ai un adjudant de chez nous, trauma sonore. Il avait le sac de perfusion pendant plusieurs jours. Dans les films, quand on voit tous ceux qui tirent comme ça avec des pistolets, avec des grosses armes ou quoi, ben, ton oreille, ton corps, il tient pas. Quand je suis rentré du premier Afghanistan, on n'avait pas les sas de décompression. Contrairement au deuxième et troisième Afghan que j'ai fait où il y avait des sas de décompression. Donc le retour en France a été un peu difficile. Sur le côté, en fait, donc déjà de base, je suis quelqu'un de sanguin, on va dire un peu. Mais c'est dur de passer d'un moment où tu es toujours en tension, tu n'as pas le droit à l'erreur, et revenir dans la vie normale où il y a plein de choses, c'est pas si grave en fait. Voilà, tu fais, t'as un petit truc qui se passe, c'est pas si grave. Mais en fin de compte, tu as toujours un peu l'adrénaline, un peu le stress de trucs. Donc j'ai eu une grosse période, j'ai même encore des fois du mal, mais ça c'est plus peut-être ma mentalité, mais pas question d'échec, mais de l'erreur. En fait, que s'il y a un loupé, s'il y a un truc qui se passe pas comme il faut, ben, presque comme si ça allait être fatal. Alors que c'est pas le cas. Donc du coup, quand je suis rentré en France, j'ai eu une grosse période où j'ai du mal là-dessus. Par rapport à ma femme, ça a été compliqué aussi je pense, de me supporter là-dessus. Parce que le moindre truc qui allait pas, ben, j'allais plus facilement m'énerver. Alors que c'est ça qui est très hallucinant, que le contraste. Alors qu'à l'opposé, j'arrivais à me dire quand même qu'il y avait plein de trucs qui se passaient. C'est pas si grave, il n'y a pas mort d'homme. Comme on le dit, mais quand on l'a vécu. Et des fois, c'est arrivé que si on faisait une erreur, on avait un copain qui pouvait mourir. Si on faisait une erreur, on pouvait mourir nous. Alors que dans la vie normale, il y a plein de petites conneries qu'on fait. C'est pas si grave, c'est vraiment, ça peut nous énerver sur le coup, mais c'est pas si grave. Et j'ai eu du mal un peu là-dessus. Et donc après, j'ai enchaîné avec des petites missions. Ben, j'ai une mission un peu particulière, je ne peux pas citer le pays. Et donc cette mission-là, j'avais une mallette avec des disques durs et je devais toujours l'avoir sur moi. Donc je dormais, je l'avais sur moi, j'allais aux toilettes, je l'avais sur moi. Et voilà, dans une valise diplomatique. Et toute la mission, je devais toujours l'avoir avec moi. Donc ça aussi, c'est vraiment particulier. Après, j'ai passé... Ben, en fait, j'ai fait Afghanistan en 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012. Et donc, quand tu regardes au milieu, après 2006, 2007, 2008, le seul trou où je n'ai pas été en Afghanistan, c'était parce que je passais les examens du BESTAT. Et entre-temps, entre les Afghanistan et entre les examens, j'ai fait des petites missions au Kosovo et d'autres pays, chaque fois à côté guerre électronique, ou des fois des missions un peu avec l'OTAN et d'autres choses comme ça. Mission au Kosovo, j'en ai fait une avant le premier Afghanistan, j'avais fait. Donc c'était un endroit particulier. Et parce que dans cet endroit particulier, c'était du côté des Serbes, mais c'était une montagne. Et en fin de compte, on était côté serbe, mais dans la montagne, il y avait un camp albanais. Et nous, on était tout en haut de la montagne. Donc là aussi, on a eu une particularité. Il y a eu des fois des périodes de Kosovo où c'était un peu plus calme, des fois plus tendu. Et nous, c'était une période où, je sais pas, si j'ai pas de chance, si je tombe chaque fois au moment où... Parce que là, c'est pas ma faute, ça tombe à ce moment-là, mais à un moment, ça s'était bien chauffé. Et du coup, les Serbes voulaient s'en prendre à la vie des Albanais. Sauf que vu qu'ils étaient dans le territoire serbe, ils ne pouvaient pas se barrer. Du coup, ils sont montés en haut de la montagne. Et c'était nous.
Donc ils voulaient rentrer dans notre camp, sauf que nous, on avait du matériel et on ne pouvait pas les laisser rentrer. Et même après, c'était compliqué si tu les laissais rentrer, si tu étais partie prenante pour une nationalité plus qu'une autre ou quoi. Et donc du coup, à travers le portail, on a fait de la médiation pour calmer le jeu entre les Serbes et les Albanais lors de ce Kosovo-là. Et là, pareil, très particulier parce que, comme d'hab, on bossait H24, 7-7, donc beaucoup d'alternance comme ça. Après, il y a une autre mission aussi que j'ai fait au Kosovo, où c'était totalement différent, où c'était beaucoup plus par rapport à ma spécialité, DASEM, détection et analyse des signaux électromagnétiques. Donc ma spécialité, c'est vraiment de prendre du signal et d'en sortir de l'information. Et donc, ce n'est pas du signal audible de base. Et donc là, c'était une mission qu'on appelle avec la cabine de caractérisation de la menace. Et donc là, le but de la mission, c'était récupérer tous les signaux qui pouvaient exister, de telle façon que tous ces signaux-là, on les récupérait, on essayait d'en traiter un peu sur place, mais le but c'était après aussi de ramener en France pour pouvoir les traiter après. Donc ça permettait d'en connaître certains et donc d'aller sortir de l'information directement, ou d'autres de travailler dessus. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout peut se craquer. La seule différence qu'il y a, c'est une question de temps et de moyens. S'il y a énormément d'argent, énormément de temps, ça se craquera d'une façon, d'une autre ou quoi. Même si le plus simple, c'est l'humain. Et dans les failles humaines, ce qui va être regardé souvent, par exemple, c'est toujours faire attention suivant les signaux, suivant les papiers, suivant les documents, ce que vous en faites. Le but, c'est qu'il n'y ait aucune trace, que rien ne reste. Parce qu'une des failles humaines, c'est certains qui vont mettre des informations sur un papier, ils vont le broyer, ils vont juste le mettre dans la poubelle. Une fois que c'est mis dans la poubelle, c'est pour ça qu'il y a certains endroits, les femmes de ménage et tout, c'est inspecter, c'est faire attention là-dessus. Mais après ce papier, s'il est mis dans un sac, s'il est mis dans un autre endroit ou quoi, c'est pour ça. Donc, même notre partie militaire, même certains qui ont de la formation, des fois, ils font des fois l'erreur. Donc, il faut vraiment faire attention là-dessus. Les mots de passe. Donc, on a de plus en plus de mots de passe, de plus en plus d'applications. Ça nous demande des choses plus ou moins différentes, le nombre de caractères, des caractères spéciaux. Certains mettent encore des fois des dates de naissance ou des choses ou autres. Certains écrivent sur un papier. C'est écrit en gros et c'est marqué. Ben, en fait, ça, c'est des failles. Et grâce à ces failles-là, très souvent, ça facilite à avoir des informations. J'avais jamais parlé de ma partie mili, ou très peu, vraiment très proche à mes amis et à certains de ma famille, et une infime partie, même ma femme qui était militaire, elle ne sait pas tout sur ce que j'ai fait. Et là, je me suis mis à parler lors du V-Day, donc l'événement de Vétérans de France qu'on a fait qui était vraiment top, et j'ai commencé à parler grâce à toi, Louis Saillant, qui avait parlé, Alex, mais aussi Marius. Marius, quand il avait fait son reportage qu'au tout début il ne voulait pas faire et qu'il avait fait, et pour revenir là-dessus, c'est un passage culte, où à un moment il fait mâcher un papier. Il y en avait un, il avait marqué des choses sur du renseignement, et il lui dit « Tu crois que c'est qui porte ça? T'en fais quoi ?» Et du coup, il lui fait mâcher le papier, il lui fait bouffer le papier. Donc ça a choqué beaucoup de civils ou quoi, mais c'est important en fait. Et il faut aussi des fois faire des erreurs sur l'exercice, parce que je suis sûr et certain qu'il n'a plus jamais refait. Parce que c'est en faisant des choses comme ça qu'on voit sur les restes. Et même sur là-dessus, il faut savoir sur les interrogatoires. Donc, moi, je n'étais pas fort spécial, mais nous, on avait notre propre entraînement. Ce n'était pas comme vous, mais on a essayé de faire des choses. Et par exemple, j'ai été interrogé par le GRI. Et du coup, c'est vraiment particulier. C'était un service d'interrogatoire. Donc, ils étaient vraiment spécialisés dans les interrogatoires. Et donc là, par exemple, lors d'un exercice, le but, c'était de s'entraîner eux. Et du coup, ça allait m'entraîner un peu. C'était, je savais à l'avance, alors peu avant, hein, c'est vraiment même pas... C'est quoi? Est-ce que c'était une journée à l'avance? Même pas une journée à l'avance. C'était quelques heures avant. On me dit, voilà, là, pour l'exercice, donc on est en France, c'est un exercice. On me dit, voilà, là, tu vas devoir te faire intercepter. Tu résistes pas. Donc ça, valait mieux me le dire, parce que je suis un peu bourrin, et je ne me serais pas laissé faire. Et donc du coup, on se fait intercepter par des mecs, c'est quoi, un régiment d'infanterie, donc je ne sais plus c'est quel régiment d'infanterie. Ils nous attrapent, cagoule, ils nous amènent, et quand on nous amène, c'est pas comme dans les films où le mec, le prisonnier, peut s'enfuir. Nous, c'était
totalement impossible. Donc déjà, j'ai la cagoule. J'ai un genre de casque que des fois on me met, des fois on m'enlève. Pour des fois j'entends, des fois j'entends pas. Quand on m'enlève le casque, on me tape avec des casseroles, avec du bruit autour pour un peu me gêner. La position, il est impossible que je me repose dans cette position. Et c'est un prisonnier, un garde. Donc impossible de s'échapper. Lui, il est tout valide et il n'a rien. Je suis dans une position particulière où il est impossible de me reposer, d'essayer de m'endormir, d'essayer d'être tranquille. Le but, c'est de me mettre sous tension tout le temps. Et en fait, c'est un prisonnier, un garde. Voilà. Donc, dès que je fais un truc comme si j'allais m'endormir, si j'essaye de me mettre dans une position qui va être plus tranquille, ben, de suite, le garde agit sur moi. Donc, c'est vraiment impossible de s'échapper ou de tenter quelque chose, vu que lui, il est 100% valide. Moi, je suis monoté, j'ai sur les yeux et des fois sur les oreilles et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste la position repos, alors qu'il est impossible de se reposer. Mais le but, c'est de se tester et moi, ça m'a bien entraîné, bien fait réfléchir aussi sur les choses. Et après, chaque fois, on me fait monter après des petits escaliers. Donc ça, c'est pareil, sans rien voir. Mais au fur et à mesure, je compte le nombre de marches pour voir si on m'amène chaque fois. J'essaye de réfléchir quand même un peu, voir un peu comment c'est ou quoi. Et après, moi, dans ma tête, on avait déjà fait un autre exercice avec mon ancien CDU. Et j'essayais de me mettre mentalement la localisation de telle façon que si à un moment, j'avais une faille et j'allais pouvoir m'échapper, que j'essaye déjà de me repérer vers où il faut que j'aille ou ce que j'allais pouvoir faire. Et donc là, après, une porte s'ouvre, on me fait rentrer dedans. Et là, on m'enlève la cagoule. Et là, c'est ceux du GRI qui, eux, sont spécialisés dans l'interrogatoire. Donc ça m'intéresserait de revoir la vidéo. Parce qu'en fin de compte, moi, je vois la personne en face. Je ne le vois pas, mais je le devine. Et en fait, derrière, il y a un endroit, il y a une plante et il y a d'autres choses. Et derrière, il y a une caméra. Et en fin de compte, leur but, eux, c'est de m'interroger. Et grâce à la vidéo qui me filme, donc ils me tiraillent, ils me posent plein de questions et tout. Mais après, quand ils me disent « Allez, tu redescends », pendant que je suis en bas, que l'autre équipe s'occupe de moi pour que j'ai jamais le temps de me reposer, de me fatiguer, de quoi que ce soit, eux, ils regardent la vidéo pour voir ce que j'ai dit et voir où c'est qu'il y a des incohérences. Ils me disaient qu'à côté, l'autre, parce que j'étais pas tout seul, l'autre, il avait donné des infos. Et après, je peux pas dévoiler, mais il joue sur d'autres choses pour avoir plus d'infos en fin de compte. Et le but, c'est de ne pas donner d'infos. Ou sinon, moi, là où j'ai joué, c'est jouer au con, on va dire. Donc, c'est donner des infos, mais qui sont passées dans le temps. Le but, c'est ça, c'est que je donnais une info, mais qui n'était plus utile, qui n'avait plus d'intérêt. Moi, l'idée, c'était vraiment par rapport aux marches et tout, de tout cartographier, de telle façon de bien réfléchir à comment était tout, et à un moment, pouvoir trébucher pour pouvoir tomber et pouvoir tenter quelque chose. Ou pouvoir trébucher, tomber, faire mal pour qu'on me décale dans une autre pièce et de telle façon que du coup, j'allais peut-être pouvoir partir ailleurs. Donc le but, c'était vraiment de trouver là-dessus. Sachant qu'après, au niveau de l'interrogatoire, automatiquement, quand tu arrives, vu qu'on t'enlève la cagoule, tu as un effet où tu te sens bien, on te propose à boire, on te propose à manger, tout est gentil, tout est beau. Et après, un peu comme le jeu de chat et de la souris, tu as une recherche là-dessus. Et puis voilà, après, moi, j'ai eu de la chance que c'était leur dernier jour. Donc, ça m'a duré 7 heures. Voilà. Mais c'était 7 heures intéressant pour moi. Après 2007-2008, je passe mes examens BESTAT. Donc, je passe l'examen BESTAT, sachant que j'ai la particularité, j'en ai pas parlé avant, mais donc j'ai ma femme qui est militaire, ma femme qui est aussi de la même spécialité, et même quand on est rentré, quand on a passé le CT1, donc notre premier examen militaire, on était ensemble. Donc on n'était que 13 à faire notre spécialité et on était dans la même spécialité. Sauf qu'à l'époque, moi j'étais jeune et con, et vu que c'était la seule fille sur 13, du coup je l'avais énormément taquiné, donc on ne pouvait pas se supporter. Après on a été dans le même régiment, même compagnie, même section, même véhicule et chambre côte à côte.
Et en fait, ça a joué pour qu'après on soit ensemble et maintenant ça fait 17 ans qu'on est mariés. Voilà. Et donc du coup, quand on a passé le BESTAT, on a passé le BESTAT ensemble. Donc voilà. Et à l'époque, on n'avait pas d'enfant, je l'ai eu bien après. En 2009-2010, de nouveau Afghanistan. Là par contre, c'est en Kapisa, donc Nishrab Tagab. Voilà. Donc en Kapisa, c'est une mission particulière où donc, au niveau de Nishrab, on a donc une installation fixe et une installation mobile. Voilà. Donc l'installation mobile, c'est vraiment un gros VAB, le Lynx. C'était un VAB qui était prisé des talibans parce que pour eux, ils croyaient au tout début que c'était un lance-missile et il était très gros et en plus, oui, il valait très cher. Donc du coup, c'était un VAB qui était prisé quand on était en convoi. Par rapport aux renseignements qu'on avait, on était une cible favorite. Ce VAB, la particularité qu'il avait, c'est que c'était quand même très difficile à se déplacer, mais je fais partie de ceux qui l'ont le plus déplacé. Et surtout côté protection. Et après, une fois qu'on montait le mât, en fait, donc on est drillé, on est habitué pour essayer de le monter et le redescendre le plus rapidement. Mais une fois que tu l'ouvres, tu ne peux pas le redescendre en 30 secondes. Et donc du coup, tu es vraiment une cible facile pendant cette période-là. Et donc du coup, on s'est déplacé quelques fois. Donc à un moment où on fait une mission, la mission elle se passe bien, on plie le mât et en fait on va pour redémarrer le VAB, il ne redémarre pas. Le convoi commence à se barrer, notre VAB il ne démarre pas. Moi je suis le chef de station, on fait putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc là, on déplaque au niveau du moteur du VAB. Donc déjà le VAB, la place dedans avec la station, tout est compact, tout c'est galère. On déplaque, on essaye, le VAB qui ne démarre pas. Je fais remonter l'information. Il me dépose un mécano du convoi. Il s'arrête, il vient avec nous, il essaye d'arranger les choses. Le convoi continue. Ça pue. Ça pue, le convoi il continue, à quel point je resignale pour qu'on s'arrête tous et qu'ils se mettent autour de nous parce que nous on est bloqué. Et au bout d'un moment on arrive à redémarrer mais on n'a pas le temps de remettre les plaques moteurs et tout. Donc du coup on se déplace avec, je sais pas si tu imagines le VAB, le bruit qu'il y a. Donc les plaques moteurs ouvertes. Les courroies, on voyait les courroies juste devant, tu n'avais pas intérêt d'y mettre un doigt ou quoi. Les plaques, c'est vraiment les plaques moteurs. Difficile à expliquer, il faut dire que le moteur du VAB, ça fait ça comme dimension. Et en fait, ce n'est pas un moteur qui est devant dans le capot, c'est à l'intérieur du véhicule. Donc c'est vraiment un gros comme ça. Et en fait, tu as des plaques qui le ferment de telle façon que nous, on ne puisse pas y mettre les doigts dedans ou au problème comme ça. Et même côté bruit, parce que c'est un gros véhicule qui fait énormément de bruit et donc ces plaques isolent du bruit. Sauf que nous, on a dû déplaquer pour essayer de réparer, sauf qu'une fois qu'on a réparé, on n'avait pas le temps de replaquer, de tout refaire. Tout le convoi était parti, on est parti dans les derniers, donc c'est vraiment ça. 29 décembre 2009. Pendant 10 jours, on se retrouve, on est 3, et pendant 10 jours, on doit armer les 2 postes H24-77. Et donc, à 3 sur 2 postes H24, j'avais mis des rotations tous les 4 heures. J'avais un pack qui était sur un pack sur l'autre, et tous les 4 heures, on tournait. Donc, on faisait 4 heures sur un poste, 4 heures sur l'autre poste, 4 heures de repos. Mais en fait, c'est 4 heures de repos entre les consignes que tu te donnes ou quoi. Tu vas aux toilettes. Souvent, on mangeait au poste et tout. Et pendant 10 jours, on a enchaîné comme ça. Ça a été très, très physique. Et c'est pour ça que maintenant, il y a sur mon bras une phrase qui est « être éduré », qui est même une devise de certains régiments ou quoi. Et que moi, j'ai pu découvrir dans le temps. L'Afghanistan y a joué là-dessus. Où voilà, j'ai bien compris que je n'étais pas invincible. Alors qu'à une époque, j'ai pu le croire. Enfin, pas invincible, mais je croyais que voilà, j'ai touché mes limites. Il y a un moment où j'ai touché mes limites de tout. Et même lors du premier Afghanistan, quand on avait un moment, un quart d'heure de calme, un quart d'heure où tu pouvais dormir, dors. Tu ne sais pas ce qui va se passer après. Alors que tu as du temps pour te reposer, tu t'amuses, tu fais le con et tout. Et parce que tu penses que tu vas dormir le soir.
alors qu'il va se passer autre chose. Et du coup, tu pourras pas dormir pendant 3 jours. C'est trop tard. Tu avais ces 15 minutes-là, profites-en. Quand on était sur le premier Afghanistan, j'ai dormi sous le VLRA, sous la P4. J'ai des copains qui ont dormi avec le volant collé là. Voilà, la moindre pause que tu peux faire, faut la profiter, faut essayer de dormir là-dessus. Et capable de dormir n'importe où, n'importe quand il le faut. C'est pareil, ça aussi c'est arrivé. Certains, ils croient pas que c'est possible. Et c'est là où on voit quand on atteint nos limites et tout, c'est marcher en dormant. Certains, ils disent, mais c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Donc tu as une partie de subconscient où en fait, tu tiens ton pote de devant et tu somnoles. Et tu continues. Voilà, tu marches. Hein. Donc c'est des phases qui sont particulières. Et là, pendant 10 jours, à 3, on a charbonné. Et là, tu vois tes limites et tout. Il faut faire attention de ne pas faire d'erreur à cause de cette fatigue. Mais c'était vraiment très important. Et même au bout de 10 jours, j'ai un Pax qui m'arrive d'ailleurs pour nous aider. Donc un autre de Guérédec. Du coup, on passe à 4. Putain, pour nous, waouh, top, 4 heures de plus de rotation et tout. Nous, on est là, waouh, c'est trop bien. Lui, au bout de 2-3 jours, il me dit c'est trop dur. Quand je l'ai dit aux 2 autres, tu peux pas. Alors je comprends, c'était dur. Je comprends, même quand on était 4, c'était dur. Mais quand tu as subi le plus dur, ben après que tu en aies un plus que tu divises, c'était tellement plus simple pour nous après. C'est pour ça que par exemple, je bois pas. Moi, je bois pas et je fume pas. Voilà, comme ça c'est simple. Mais par exemple, c'est dans la même chose où ben, si tu bois et tu fais la fête, ben, peut-être 10 minutes après, on va se faire attaquer, il va se passer quelque chose et il faut que tu puisses réagir. Donc c'est vraiment... Moi, j'ai passé... donc c'est pareil. Donc en 2005, 2006, 2009, chaque fois, les Noëls et les jours de l'an, je travaillais tout le temps. Alors que des fois, c'est souvent arrivé qu'il y ait des ministres qui sont venus sur base, qui sont venus faire une célébrité qui est venue pour faire du bien, pour faire de la cohésion et tout. Mais une fois qu'on avait tout le monde de rassemblé, pour ces fêtes-là, ben, c'était le meilleur moment pour en face. Donc du coup, ben, nous, on bossait encore plus. Pour moi, c'était le meilleur moment pour l'adversaire, c'était là. Donc pour moi, c'était le moment où je devais travailler le plus pour se faire. Et ça, combien de fois, c'est du boulot où on fait, on surveille. Si jamais il y a quelque chose, on agit et ça ne va pas se passer après, mais les gens ne le sauront pas. Énormément de choses dans leur enseignement, on a fait des choses et les gens ne le savent pas. Et on ne cherche pas à le dire, c'est comme ça. Mais c'est un peu gênant quand certains se disent, quand tu entends certains, ouais mais non, nous on est tranquille, là, de toute façon, il n'y a rien eu parce qu'on a fait des choses. Donc anecdote particulière, premier Afghanistan, je rentre, je demande ma femme en mariage. Deuxième Afghanistan, je pars pour 6 mois aussi. Et ma femme, elle, part pour 2 mois. Sauf que elle arrive en Afghanistan le jour où moi je pars. Et donc elle arrive avec des VAB qui font Kaboul, Nishrab. Ce même VAB, je le prends moi pour faire Kaboul, Nishrab, Kaboul et rentrer en France. Du coup, on s'est croisés, je ne sais plus combien c'était, 1 heure, 1 heure et demie. Il y avait un PX, un petit magasin qui est dans la base où il y a du petit confort. Donc du coup, on s'est fait, pendant 6 mois, j'ai pas vu ma femme. On s'est fait une pizza en sable à Nishrab. Et après, elle est restée 2 mois là. Donc pendant 8 mois, on s'est pas vu. Enfin, on s'est vu une fois, 1 heure et demie pour se manger la pizza. Et troisième Afghanistan, ben, je suis parti, mon fils avait 4 mois et je suis revenu, il en avait 11. Après avoir perdu pas mal de copains, d'autres blessés, moi avoir eu de la chance, certains m'ont dit mais ça ne servait à rien qu'on aille en Afghanistan. Donc là, dur, quand tu entends ça après tout ce que tu as fait, du coup ça fait se poser des questions ou pas à certains. Moi je m'étais déjà posé cette question, mais pour moi la réponse a été simple. Non, ça a été utile. Alors après dire, est-ce qu'on est resté trop longtemps, la façon, le pourquoi, comment, c'est pas de mon niveau. Mais par contre moi ça a été utile. Pourquoi ? Ben parce que pour moi, il y avait plusieurs choses. J'ai vu les vidéos quand il y a des femmes qui étaient accrochées à des poteaux de foot au stade de Kaboul et qui se faisaient tuer. Et que du monde applaudissait et tout. Ça, je ne voulais pas.
Donc on a lutté contre ça. Aussi, il y a eu des attentats en France. Mais ça, vous savez que ceux qui on a entendu parler. Vous ne savez pas tous ceux qui ont été déjoués. Certains qui ont été déjoués, ils ont été déjoués parce qu'on a fait des choses en Afghanistan sur des personnes qui auraient fait des choses en France, d'autres en amont, d'autres par rapport à du renseignement qu'on a pu récupérer, d'autres par rapport simple, les camps d'entraînement. Les camps d'entraînement, voilà. Donc maintenant, l'Afghanistan, ce n'est plus le même Afghanistan qu'avant. Alors il y a des choses, ce n'est plus pareil que quand on y était, mais c'était différent. À côté de ça, il y a aussi, nous on a croisé dans des villages, des femmes, des filles qui allaient à l'école. Très important pour moi. Donc il y a eu des choses qui ont été faites là de ça. Il y en a qui ont quitté l'Afghanistan et qui ont fait des choses après maintenant. Donc on a pu ouvrir des choses là-dessus. Et comme j'ai dit, moi, donc on m'a demandé par rapport à l'armée si je pensais mourir ou quoi. Ben en fait, je sais pas si c'est que ça me venait pas à l'esprit ou si je m'en foutais ou parce que je pensais trop à l'action ou quoi. Mais comme j'ai dit, je préférais largement qu'on me tire dessus en Afghanistan plutôt qu'on vienne se faire sauter en France. Et donc pour moi, c'était plus facile pour eux qu'ils s'en prennent à nous sur leur terre à eux, parce que c'était leur terre, hein, donc c'était beaucoup plus facile pour se cacher, pour faire des choses, que d'aller travailler pour aller en France. Donc voilà. Donc pour moi, pendant toute cette période où on était en Afghanistan, on a déjoué beaucoup de choses qui auraient pu être faites en France. On travaille H24 et 7/7. Donc souvent, vu qu'on travaille tout le temps, on ne faisait pas la garde de la base, en fin de compte. Donc on est au niveau de Nishrab, c'est une assez grande base, mais une petite base. C'est pas comme Kaboul, les grands centres ou quoi. On est vraiment beaucoup moins nombreux. Allez, on doit être 300, 400 peut-être. Mais c'est pas des milliers ou quoi, avec plusieurs nationalités, voilà. Et donc du coup, vu que nous, on travaille déjà H24 et 7/7, on ne fait pas le service de garde de la base, d'habitude. Et dans le service de garde, il y en a certains qui sont au poste de combat et d'autres, ils sont à l'entrée de la base pour faire rentrer des personnes qui veulent rentrer dans la base, qui sont étrangères et tout. Là, moi, ce qui se passe, à un moment, on a beaucoup de monde à l'extérieur. Moi, j'ai un peu plus de temps. Du coup, à un moment, je me suis proposé et à un moment, je suis chef, responsable de la garde au niveau de la base. Quand je suis là, vu que je ne suis pas forcément le chat noir, mais la panthère noire, comme on dit avec ma femme dans certaines choses, je ne sais pas si je les attire, mais ça tombe comme ça, mais chaque fois, ça se passe bien. Donc, c'est ça qui est important. Et du coup, donc, quand les personnes arrivent, il faut les fouiller. Quand c'est des femmes, il faut que ce soit une femme de chez nous qui les fouille. Et il faut vérifier dedans que ça soit bien une femme et qu'il n'y ait pas des appareils dedans ou autre chose. Voilà. Elles arrivent en burqa, donc nous, on ne voit pas du tout. Donc c'est déjà arrivé que des hommes avec des ceintures de bombes soient cachés sous la burqa. Et une femme, un homme ne peut pas lui demander d'enlever. Donc on avait une femme qui était là pour vérifier. À côté de ça, au tout début, quand je commence ma garde, on a un classeur où il y a une quinzaine de têtes de personnes que si on les a, il faut prévenir de suite. Ça pue, c'est pas bon, il faut prévenir de suite. Pendant ma garde, je explique bien moi à mes mecs et tout, toutes les choses, faites attention. Au bout d'un moment, il y en a un qui m'arrive, il fait « on a lui ». Je fais quoi? Je vois la tête parce qu'après c'est pareil, hein, c'est difficile entre la photo et comment est la personne, entre la barbe, entre l'ancienneté, entre tout, c'est très différent. Après, ce qui se passe, c'est que là, il y avait une partie par rapport à la garde où c'était les Américains. Les Américains, ils ont un appareil de reconnaissance faciale qui est très bien. Et donc, du coup, souvent, ils ont pris plusieurs personnes en photo. Donc là, c'était quand même un truc assez récent. On reconnaît, c'est la personne. Donc, du coup, je demande à mon mec de le fouiller tranquillement. Pendant ce temps-là, on a un groupe de sécurité qui se met autour, mais discrètement au cas où, mais on ne sait pas au cas où il a une ceinture de bombe sur lui et tout. Donc j'essaie de gérer tout ça le plus rapidement possible. Tout en même temps, j'appelle, donc il y avait une consigne d'appeler une équipe américaine qui, elle, arrive. Le mec, franchement, on l'a fouillé, ça s'est bien passé. Il n'avait rien sur lui. Les Américains, ils l'ont pris.
Et ils l'ont interrogé à leur niveau et tout. Ils l'ont même relâché après. Mais franchement, c'est la seule fois où j'ai pris la garde de la base parce que chaque fois on était débordé sur le reste. Et je tombe pile poil quand il y a un mec fiché qui arrive. Hallucinant. Et là, par contre, alors moi je suis un passionné d'adrénaline. Comme dans le sport, hein, autant de rugby, base jump, parachutisme, saut de falaise, moto, bon voilà, moniteur, plongée avec les requins et tout. Là, c'est pas la même adrénaline. Tu prends une décharge et il faut réagir vite fait. Et après coup, ça va, mais sur le coup, ouais, ça fait monter un peu. Parce que surtout, tu te dis, s'il a une ceinture sur lui et qu'il se fait péter, ben voilà, t'as pas le temps de bouger et tout. Et surtout que moi, je suis le chef. Ben moi je reste là, je vais pas courir ou ouais attends je vais prévenir et je me barre. Non, non, je suis resté à côté, je suis même allé vérifier moi-même le mec à côté, j'ai fait contourner le système de sécurité pour s'il arrivait quelque chose qu'on puisse agir de suite. Voilà. J'étais en France, j'étais chez mes beaux-parents. Quand malheureusement Jonathan Lefort, donc Strong, qui était un copain du premier Afghanistan, donc j'avais fait énormément de missions avec lui, on avait bien sympathisé parce que ben, on faisait des fois, moi je faisais les quarts et lui il faisait le quart en même temps hein, et tout, donc on avait bien sympathisé et c'est là où j'ai appris malheureusement sa mort sur l'opération HK-35. Pour moi, c'est difficile de parler chaque fois d'Afghanistan que ça finit bien, mais voilà, on réussit notre mission, on fait tout bien et voilà, moi je rentre entier. Voilà. Après, il y a des copains qui ont été blessés, d'autres. Moi, par exemple, là, pendant ce mandat-là, j'ai mon filleul militaire qui lui est au niveau de Tagab, qui eux, ils ont pris donc de la guerre électronique avec d'autres. Certains de mes anciens soldats qui ont pris des éclats et donc ils en ont eu au niveau de la tête, la gorge, la jambe. Donc je peux pas dire que ça s'est bien passé en fait. Mais oui, la mission, nous on a fait ce qu'on avait à faire. Au tout début, donc comme j'ai dit, on était en auto-relève. Donc notre régiment part souvent. Il y a beaucoup de théâtres où on ne part pas qu'en Afghanistan. Donc chacun va à des endroits. L'une des problématiques que j'ai eues, c'est que alors je pense que j'ai eu des bons résultats à chaque fois dans mes missions et quand ça se passe bien et qu'un chef a un nom avec qui ça se passe bien, ben souvent on reprend ton nom. Donc je pense que ça a joué dans le fait que ben après on m'a souvent du coup demandé, repris et tout. Et par contre on m'avait dit, j'ai été parmi les premiers à avoir fait 2 Afghanistan et en plus des mandats de 6 mois. Donc du coup, on m'avait dit non, hein, au bout du 2e, ben, t'en feras plus. Tu pourras faire d'autres choses, t'en feras plus. Surtout que moi, on avait une volonté d'avoir un enfant avec ma femme. Donc voilà, pour moi, 2e Afghanistan, ça avait été mon dernier. Et donc ma femme est enceinte. Et là, à un moment, je suis de garde et j'ai mon chef du BOI qui va être après mon futur chef de corps qui me demande personnellement. Et en plus, avant, ça a été un de mes CDU de quand j'étais arrivé. Il me dit, ben, Trog, je voudrais que tu ailles encore une fois en Afghanistan. Et il savait que ben, du coup, j'ai fait partie des premiers à y aller 3 fois. Et il me demande ça un peu en mode service. Et moi, j'étais hésitant parce que, comme j'ai dit, j'ai eu de la chance. Franchement, je suis bien physiquement, j'ai pas eu de plaisir. Mentalement, ça m'a un peu touché quelques fois, mais ça va, franchement, rien du tout. Et je suis bien. Et en plus, on avait la volonté de l'enfant, il y avait vraiment tout ça. Parce que pour partir 6 mois, souvent, tu as une préparation de 6 mois aussi avant. Donc tout ça, c'était compliqué. Et je préférais aller voir d'autres pays, voir d'autres civilisations, voilà, faire d'autres choses. Et du coup, quand il me demande, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc il a bien insisté dessus. Il y en avait certains de notre régiment. Malheureusement, certains ont refusé d'y aller. Ils se sont fait punir. Et d'autres, ce ne sera jamais officiel, mais ils se sont blessés et ils n'ont pas pu partir. Voilà. Donc on est parti de 2005-2006, l'Afghanistan où on était beaucoup, c'était les premières missions, on voulait beaucoup y aller.
ben là, 2012, beaucoup moins de monde. Certains l'avaient fait au moins une fois. Vu qu'on a un autre relève, on a goûté, on a vu le danger. On a eu des mecs blessés. Moi, j'ai perdu donc, des copains morts, d'autres blessés. Ça fait beaucoup réfléchir. Et en fait, ce qui me fait donner le oui, donc déjà, j'en parle à ma femme, qui est à ce moment-là enceinte, au bout du compte. Donc, elle est enceinte. Donc je sais que si je dis oui pendant la préparation, eh ben, elle va accoucher et que du coup après pendant l'Afghanistan, eh ben, j'aurai mon fils qui sera né. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Pour moi, j'étais obligé de... Voilà, c'était avec ma femme, on en parle. Et là, ça me revient à la mort de Strong, où donc c'était en 2010, décembre 2010, on est chez mes beaux-parents et que je vois Strong, j'apprends qu'il est mort et je me dis merde. Et à ce moment-là, j'essaye de me renseigner un peu, de savoir qui était là-bas en Guerlec et je me dis, est-ce que si j'avais été là, j'aurais pu éviter qu'il meure? Paraît con, hein, mais je me suis vraiment dit ça. Parce que, alors qu'il y a eu d'autres morts en Afghanistan, mais si je ne connaissais pas, ça ne faisait pas tout à fait pareil. Là, c'était un pote et du coup, je me dis, si tu vas pas dans cette mission d'Afghanistan, alors qu'on te la propose, et j'apprends après qu'il y a un mort, je m'en serais voulu de ne pas avoir été, alors que j'aurais pu sauver, peut-être pas du tout, hein. Il y a plein de fois non, mais je me serais posé cette question-là. Donc c'était pas une volonté d'y aller pour comme ça, c'était vraiment dans cette pensée-là. Par contre aussi, la mentalité, c'était différent parce que c'est horrible à dire, mais des fois, il y a des choses qui se passent. On dit, ah, je le savais, par exemple. Ah, je le savais, je pensais ou quoi. Ben là, en fait, j'y vais. Et pour moi, je pense que je vais y passer. Je sais pas pourquoi. Ouais, ben si, parce que j'ai perdu des copains, parce que d'autres étaient blessés, parce que ben, tu as une partie de chance, loterie, et à force de jouer, c'est... Si tu vas 10 fois en Afghanistan, si tu passes 10 ans, tu as plus de chances que si tu vas... Voilà, ça fait 3 fois que j'y vais, tous les ans j'y suis. Au total, j'ai fait plus d'1 an et demi. Je dis, ben, au bout d'un moment, je vais y passer. Donc du coup, on n'a que 2 assurances à l'armée, AGPM, GMPA. Je prends les 2 assurances et les 2 à fond. Je paye 350 € par mois. Je me dis, les thunes, je m'en fous. Je vais mourir. Ça paraît con, hein, mais c'est les thunes, je m'en fous. Je vais mourir, je veux que ma famille, ça aille bien. Et par contre, si jamais cet argent, il est gâché, ça veut dire que je reviens entier. C'est ce que je me suis dit. Donc pendant 6 mois, j'ai claqué 350 € d'assurance avec les 2 à fond. Je suis rentré entier. Donc on peut se dire, oui, c'est une somme énorme qui a été jetée. Mais pour moi, si je la jette, c'est que je rentre entier. Je suis rentré dans cette mentalité très particulière, même d'y repasser, de se le dire. Mais c'était vraiment ça. Et donc là, 3e Afghanistan, préparation. Donc pareil, par contre, je pose quelques conditions. Parce que ben, je suis monté, j'ai plus d'expérience. On me veut vraiment moi par rapport à la mission. Parce que là, sur le 2e, j'étais parti avec un VAB, le Lynx. Là, c'est une autre station, SAEC. Donc c'est pour ça que j'ai assez polyvalence, assez s'adapter. Donc c'est encore autre chose. Plus spécialisé d'ASEM en plus. Donc voilà, par rapport à la détection de signaux. Et en fin de compte, ben, je demande un véhicule de fonction. De telle façon que quand je suis sur le terrain pour la préparation, si ma femme accouche, je veux pouvoir être là. Et là, j'ai de la chance aussi. Donc mes parents, ma mère qui était pas contente, enfin si elle était contente que je rentre à l'armée, mais elle a toujours été peureuse. Quand j'allais dans l'eau, elle tapait dans le tapis, dans la paillasse. Quand j'ai eu une moto, je te crèverais les pneus. Donc que je sois à l'armée, voilà, ça lui a toujours fait peur. Et du coup, heureusement, ma mère a pu venir en Alsace pour s'occuper de ma femme pendant que moi, j'étais sur le terrain. Et de telle façon que si jamais il y avait une alerte, elle m'appelait, je prenais la voiture en fonction et j'arrivais au moins et je pouvais au moins voir l'accouchement. Voilà. Donc il y a vraiment eu tout ça. Et, ça me fait penser à une autre anecdote, ça aussi, par rapport à ma mère et par rapport à ma femme. C'est ben, quand il nous arrive quelque chose, comment la hiérarchie, le commandement, va communiquer avec notre famille. Donc j'ai été des endroits où on a été attaqué et donc du coup ben, ça passe rapidement aux infos et tout et donc du coup il y a mon commandant d'unité
qui appelle mes parents ou qui appelait ma femme pour dire vous inquiétez pas. Donc déjà ça c'est horrible. Quand mes parents, quand ma mère elle décroche, vous inquiétez pas. Et, alors qu'elle sait que je suis en Afghanistan, ben, c'est vachement dur pour elle. Je suis comme un, et après il rentre dans le détail et après ça va. Mais le vous inquiétez pas, ça fait très peur. Après je pense, c'est pareil, que quand on a de la famille, faut qu'ils sachent où on est. Alors pas forcément géographiquement, si il y a des missions de très courte durée à des endroits, tu vas pas citer le pays ou quoi que ce soit. Mais tu sais que tu es en mission, que s'ils appellent, voilà, il se passe quelque chose, ils sauront un peu. Là, ils savaient que j'allais en Afghanistan, donc ils savaient qu'il y avait des possibilités. Ils ne sont pas surpris. S'ils croyaient que j'étais en Alsace et on appelle et on dit j'étais en Afghanistan, ça fait tilt encore plus. Donc voilà, ils savaient que j'étais là-bas et appelle et il dit il était dans une zone, il y a eu des tirs, c'était dangereux, mais c'est bon, il va très bien et voilà. Donc ça aussi, tout ce retour de communication entre notre hiérarchie et notre famille qui est en France, c'est vachement important. Et à l'inverse, je reviens aussi sur autre chose, ma grand-mère, quand elle est morte, j'étais en Afghanistan, ma famille ne m'a pas tenu au courant. Ils ont attendu que je rentre en France pour me le dire. Et pour moi, c'était pas plus mal. Franchement, que je le sache pendant que j'étais là-bas, ça ne m'aurait pas aidé. Mentalement, ça aurait pu me toucher un peu et tout, mais ça m'apportait rien. Donc ça a été mieux que je fasse ma mission et que quand je rentre, on me l'a dit. C'était vraiment ça. Du coup, je reviens sur mon fils. Donc mon fils, il est trop content. Trop content. Bon, il y a eu des petites complications, donc j'ai pas pu assister à l'accouchement. Malheureusement, je peux pas assister à l'accouchement, mais je le vois après. Et voilà, mon fiston, mon Théo d'amour, voilà, c'est vraiment ma joie, mes enfants, donc j'ai 3 enfants, c'est vraiment ma joie, c'est pour eux que pas pour eux que je vis, mais c'est pour eux que maintenant je veux faire un maximum de choses et profiter. Et c'est pour ça aussi que sur ce 3e Afghanistan, je réfléchis différemment, parce que je suis père. Et autant, j'ai déjà vu certaines personnes, ça peut leur donner envie de se battre plus en vue de leur futur. Et ça, moi, c'est le cas de vouloir plus pour le futur. Mais je pense qu'au bout d'un moment, j'avais assez donné. Donc je me dis, je vais faire cet Afghanistan, mais après, j'arrête un peu. Et c'est même ce qui est arrivé. Après 2012, j'ai quitté et je suis parti dans un autre service pour être plus en fixe. Parce que pendant 12 ans, j'étais plus souvent à l'étranger qu'en France. Donc je suis parti dans un autre service de renseignement pour être en fixe après. Donc je pars, mon fils il a 4 mois. Donc voilà, ma tête un peu par rapport à lui. On part en mission. Donc là on est dans la vallée de Surobi, au niveau de Tora. Donc voilà, petite base bien installée. Et des fois on se déplace un peu sur divers petits COP. On fait quelques missions. Ça se passe. On voit aussi que nous, autant côté mon premier Afghanistan, j'étais en léger, donc on était en P4, on était vraiment, la frag c'était une plaque, on avait une plaque simple devant, une plaque simple derrière. Le but c'était d'être léger, rapide, pouvoir aller partout, alors que là c'est vraiment plus de la sécurité et vraiment on a les grosses frags, on est tout équipé, tout en blindé. Ça sort des fois un peu moins. Alors nous on sort, enfin nous la Guerlec on sort. Souvent avec ceux qui sont en action. Voilà un peu sur cet Afghanistan là. C'est vraiment différent des autres Afghanistans. Ma mentalité est différente. Je suis aussi donc chef de ma station et aussi ADU. Donc je gère un peu, on va dire, la vie du camp entre mon équipe, une autre équipe et une équipe fixe. Donc voilà, j'ai toujours été bon dans l'organisation, optimisation. Après, je suis des fois un peu chiant côté rigueur, mais c'est pour le bien de tout le monde, on va dire. Si, par contre, au 2e et 3e Afghanistan, et c'est encore à part, hein, mais là où des fois je me détendais, je prenais le plaisir, c'est on se faisait soirée poker. C'était l'époque du poker, ça marchait bien. J'aimais bien ça, et donc voilà, moment de détente, tu passes ta soirée, tu joues au poker. Et comme j'ai dit, vu que nous, on est en plus en décalé, et il y en avait d'autres comme ça. Nous, il y avait par exemple un qui était médic, qui était donc infirmier, pareil. Et donc des fois, ça nous arrivait du coup de jouer l'après-midi, le matin ou quoi. Et c'était un peu moment détente et tu pensais à autre chose. Vu que c'était avant que l'adjudant-chef Wilm même meure,
ça chauffait pas mal, on se faisait tiquer, un peu tirer dessus et tout. Donc du coup, quand on faisait un footing, on courait avec nos armes. On était obligé de courir avec l'arme. Et moi, je me rappellerai toujours, je m'entraînais. Et du coup, j'avais mon FAMAS dans le dos. Et carrément, je m'étais arraché la peau, en fait, du dos. Carrément, parce que je courais avec le FAMAS, ça frottait avec la poignée derrière. Donc à force, bon voilà, un peu bourrin. Lors de cet Afghanistan, je retrouve l'adjudant-chef Wilm. Donc l'adjudant-chef Wilm, c'était un ami qu'on a eu donc, lors du deuxième Afghanistan, à Nishrab. Eux, ils avaient Canal+. Donc du coup, j'allais chez eux et j'allais voir les matchs du Stade Toulousain. Donc voilà, toujours passionné de rugby et le Stade Toulousain, voilà, c'est mon équipe, je suis toulousain. Voilà, c'est vraiment ça. Comme je dis, je n'ai pas choisi d'être toulousain, j'ai juste eu beaucoup de chance. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, j'allais voir les matchs chez eux. Là, sur cet Afghanistan, je le croise. Donc lui, il était à Gouane. Et des fois, on se croise, on parle et tout. Et un moment, il vient un jour et ils viennent récupérer le courrier à Tora. Donc je le fais venir à la popote, je le présente à certains de mes mecs. Certains de mes mecs, c'est pareil, moi c'est mon 3e Afghanistan, mais certains de mes hommes, c'est leur 1er Afghanistan, donc eux ils découvrent. Et donc je leur présente, j'explique un peu, nous on parle un peu de ce qu'on avait fait avant, entre nous à la popote et tout. Et par contre malheureusement, une semaine après, quand lui il est à Gouane, ils font un footing dans leur base et il se fait tirer dans le dos. Donc voilà, par quelqu'un de l'ANA, donc un taliban qui s'était infiltré dans l'ANA. Donc l'ANA, c'est l'armée nationale afghane. Donc voilà, l'armée nationale afghane, le problème qu'il y a, c'est que dedans, il y a des infiltrés, il y a des talibans. Et en fait, ces personnes-là, pendant que les collègues ils étaient en train de faire leur footing, ils leur ont tiré dans le dos, carrément, lâchement. Et malheureusement, l'adjudant-chef Wilm est mort comme ça. Après, faut surtout pas faire des généralités. Je sais que certains... donc moi, j'étais très énervé. Donc c'est pareil, c'est compliqué. Quand ça arrive, quand tu es sur place, tout le monde ne réagit pas pareil, mais tu as une envie de vengeance. Tu as un peu une envie de vengeance là-dessus. Et vu que c'est quelqu'un de l'ANA, qu'on a toujours eu des doutes un peu là-dessus, mais il ne te faut pas faire une généralité. Il y a beaucoup de personnes de l'armée nationale afghane qui ont voulu défendre leur pays et qui ont donné de leur vie. Il y en a beaucoup qui ont donné de leur vie. Et il faut faire la part des choses entre ça et ceux qui étaient talibans et qui étaient infiltrés. C'est vraiment très différent. Et certains qui étaient ripoux, d'autres qui avaient d'autres problèmes. Ça aussi, j'ai d'autres anecdotes comme ça qui sont arrivées. Mais donc là, ouais, ça, à sa mort, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal et ça m'a remis encore là-dedans sur le fait que, ben, ça m'a... Comme j'ai dit, j'ai voulu y aller en Afghanistan au cas où si quelqu'un mourait, si j'avais pu aider, comme la mort de Strong. Ben là, par exemple, si j'avais décidé de ne pas y aller et que l'adjudant-chef Wilm s'est mort, je me serais posé cette question-là. Mais là, je sais que moi, nous, on a fait le renseignement, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait dans le renseignement, mais on n'avait pas eu d'infos sur cette attaque-là. Et on en a eu sur d'autres. Il y a d'autres choses qu'on a sauvées. Mais là, non. Et malheureusement, on a perdu l'adjudant-chef Wilm et les autres hommes qui étaient avec lui comme ça. Alors qu'une semaine avant, on était à la popote ensemble. Ce 3e Afghanistan, je ne le voulais pas. Le premier, je le voulais. Le deuxième, celui-là, je ne le voulais pas. Je l'ai fait parce que c'était mon métier. C'était ma vie. C'était moi. Et jamais de la vie, je me serais blessé, refusé ou trouvé une excuse ou quoi que ce soit. Donc je l'ai fait. Par contre, après, je savais qu'après cet Afghanistan, c'était fini pour moi, cette partie-là. Voilà, cette partie-là, c'était fini. Il fallait que j'arrête ça. Et donc, du coup, après, je suis parti sur l'autre partie. J'ai quitté l'armée en 2018, après 17 ans. Parce que ma femme, elle, était mutée en Nouvelle-Calédonie. Donc moi, ma spécialité, elle est particulière. Et j'avais demandé s'il pouvait y avoir un poste pour moi. On m'a dit non. J'ai dit, sinon, je suis prêt à attendre 1 an sur place. Si jamais il y a une rotation de quelqu'un et pendant 1 an, ne pas avoir de spé, et être en congé sans solde et après prendre. Et on m'a dit non. Du coup, je fais, voilà, je quitte l'armée. Donc j'ai décidé de quitter l'armée.
Et du coup, vu que ma femme était mutée en Nouvelle-Calédonie, moi, par rapport à la plongée, j'avais postulé pour faire moniteur de plongée. Du coup, quand on est arrivé en Nouvelle-Calédonie, de suite, j'ai fait moniteur de plongée pendant 4 mois. Donc, les fonds marins et la plongée, c'était très bien. Par contre, le boulot de moniteur plongée, c'est beaucoup plus fatigant que ce qui paraît. C'est pas pour rien qu'il y a énormément de rotation et beaucoup ne restent pas sur place, à part les directeurs des centres de plongée. Mais parce que c'est très fatigant, éprouvant, en plus du poids, l'heure où tu te lèves avant. Moi, je partais à 5 h du matin pour préparer le matériel et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais mis sur un jeu. Le jeu, c'est Clash of Clans sur téléphone. C'est un de mes meilleurs potes, David L, qui m'avait mis là-dessus quand j'avais été chez lui. Et je voulais pas m'y mettre parce que en fait, quand je fais un truc, je le fais à fond. Et du coup, quand il m'avait parlé du jeu, j'ai fait non, sinon je vais trop m'y mettre. Déjà avant, j'avais joué un jeu de rugby manager. Et en fait, quand je m'étais mis sur le jeu, j'avais joué sur les règles et sur les failles. Et du coup, en fait, j'avais fait des choses que personne au monde n'avait fait. Et j'avais pu être parmi les premiers. Du coup, même les développeurs du jeu ont dû changer des règles dans le jeu, ont dû modifier des choses dans le jeu à cause de moi, carrément. Mais moi, c'était dans la règle, je jouais vraiment sur les limites. Et même après, il m'avait envoyé une invitation pour les aider à travailler sur le deuxième. Donc pour être bêta-testeur du deuxième. Et du coup, quand le copain il me parle de Clash of Clans, je suis chez lui, il me le montre, parce que je devais dormir la nuit chez lui. Et au bout d'un moment, je craque, j'y vais, je dis, allez, à la rigueur, je l'installe, je désinstalle le lendemain. Sauf que ce qui s'est passé, c'est pas ça. C'est que je l'ai installé, j'ai joué, j'ai eu un très bon niveau. J'ai organisé après des tournois et on a été vice-champion du monde sur Clash of Clans, gagné 150 000 $, représenté la France. Et donc voilà, ça a été vraiment énorme. On est passé sur TF1, sur plein de chaînes. C'était vraiment, ouais, l'émotion, c'était vraiment énorme là-dessus. Et j'ai continué l'e-sport jusqu'en 2021. Donc c'était bien, mais c'était très prenant. Donc c'est pareil, tu n'as pas de jour, pas de week-end, pas de soir, tu bosses tout le temps. Sachant que moi, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, je faisais des allers-retours. Ça m'est arrivé déjà, par exemple, d'avoir 36 heures de trajet, 48 heures de compétition, 36 heures de trajet. Donc voilà, physiquement et tout, c'est quand même bien fatigant. En plus de la vie de famille que j'avais quitté l'armée et le but, c'était un peu profiter de la famille. Alors que là, au bout du compte, je bougeais, mais tu as un côté d'adrénaline, un côté de compétition et tu vas chercher toujours plus haut, surtout qu'il y a l'intérêt là-dessus. Donc c'est vraiment ça. Et donc j'ai fait Clash of Clans, j'ai fait de l'e-sport mobile et des simulations sportives. Donc par exemple sur Virtual Regatta, j'ai un de mes anciens joueurs qui a été champion olympique en e-sport sur Virtual Regatta. Donc un petit coucou dédicace à Pépito et à tous les autres qui ont joué, qui étaient un bon esprit. C'était sympa de voir les choses. On a été à Saint-Tropez avec l'équipe de France réelle, SailGP. Donc c'est l'équipe de France de Formule 1, on va dire de la voile, en réel. Et nous, l'équipe de France, on était virtuelle. Et on a fait une OP ensemble où on s'est croisés, où on a parlé, où on a visité un truc. Donc ça, c'était bien sympa. Et après, moi, j'ai décidé d'arrêter en 2021. Et donc, quand j'ai quitté cette partie-là, ça m'a appris beaucoup de choses sur le côté vidéo, côté sponsor, côté compétition. Et maintenant, mon but, c'est vraiment profiter de la vie. Donc, c'est vraiment ça maintenant. Donc, je profite de la vie et j'organise des événements. Il y en a d'autres où j'ai une partie business developer où j'aide à optimiser les gens côté tout ce qu'ils font et aussi pour l'aide au niveau des sponsors. Il y a une partie où je suis en freelance, une partie où je suis bénévole. Il y a des choses dans le MMA, il y en a d'autres qui sont au niveau du Stade Toulousain, au niveau du rugby. Je suis aussi donc bénévole au niveau de Vétérans de France. Je suis aussi bénévole, donc ça c'est une cause qui est importante pour moi, le don du sang, par exemple. Parce que pendant mes 17 ans d'armée, j'ai jamais pu donner mon sang. J'étais en fait trop souvent à l'étranger et du coup, avec tout ce qu'on avait et tout, ça rentrait pas. Donc, alors que j'ai eu de la chance, je croise les doigts, de jamais avoir eu besoin de perfusion sanguine, mais beaucoup de copains, des fois, en ont eu. Et dans le métier militaire, on peut en avoir besoin, alors que la plupart, on ne peut pas donner. Et donc, du coup, quand j'ai arrêté l'armée, dès que j'ai pu donner le sang, j'ai donné le sang. Donc, d'abord, don du sang simple.
Après, je fais don de plasma toutes les 2 semaines. Et à un moment, par contre, j'ai un peu trop donné. Donc du coup, mon taux de fer est descendu. Et là, actuellement, je ne peux plus redonner. Mais même si on ne peut pas donner son sang, on peut travailler d'autres façons. Comme moi, là, je fais là actuellement, ou d'autres fois où je communique. Le but, c'est communiquer sur le don du sang parce que ça touche vraiment tout le monde, en fait. Moi, je suis vraiment très content des 17 ans que j'ai fait d'armée. J'ai eu des côtés négatifs, mais j'en suis largement très content. Et je pense que je suis aussi très content parce que j'ai fait ces 17 ans et je n'ai pas fait plus. Peut-être que j'aurais pu faire un peu plus, mais peut-être que c'était le temps que je fasse pour partir bien. Et pas continuer le travail juste pour travailler, juste pour avoir un salaire. Et voilà, il y avait de plus en plus de choses que j'aimais moins et que j'étais content. Je connais énormément de monde qui ont fait 5 ans et ils sont partis et ils sont très contents d'avoir fait ces 5 ans. Ils n'auraient pas voulu faire plus. Les 5 ans qu'ils ont fait, il y a eu du côté négatif vu qu'ils sont partis ou quoi, mais ils sont contents de les avoir fait et ça leur a apporté du bagage ou de l'expérience qui leur serviront plus tard ou les choses qu'ils ont vécues entre potes et tout. C'est comme on dit, quand moi j'ai fait l'e-sport, avec les mecs que j'ai dû gérer, c'était pas mal de jeunes, certains n'avaient jamais travaillé. Et à un moment, j'avais voulu, et j'ai pas pu, mais j'ai voulu leur faire un petit stage avec Marius. J'aurais vraiment voulu leur faire parce qu'en fait, c'est très facile d'avoir de la cohésion quand ça fonctionne, quand il y a des victoires et quand ça marche. Mais la vraie cohésion, c'est dans la difficulté qu'on a. Et ça, on le vit dans l'armée. Quand on vit des moments durs, quand c'est dur, c'est là où on voit vraiment la cohésion des personnes. La guerre électronique, au tout début, c'est pas ce que j'aurais voulu faire. En fait, c'est pas comme ça qu'on me l'a vendu. Mais là, ça serait à refaire. Mais bien sûr, je refais ça. Je refais exactement ça. Tout ce que j'ai fait, au bout du compte, m'a amené à comme je suis et j'en suis vraiment content. On ne m'aurait pas envoyé vers la guerre électronique, je ne l'aurais pas demandé. Je ne savais pas ce que c'était et même l'armée ne le savait pas. Il m'a fallu plus d'1 an d'armée pour que je sache ce que j'allais faire. J'ai rencontré des adjudants, des adjudants-chefs, des capitaines, des lieutenants. Ils ne savaient pas ce que j'allais faire. Pour eux, guerre électronique, c'était des grandes oreilles. Ils ne savaient pas ce que... Donc pour moi, c'est important de savoir ce qu'on veut faire. Moi, je n'ai pas regretté ça. J'ai des copains, ils sont venus à la guerre élec. Ils ont quitté la guerre élec. Ils sont allés à la Légion. J'en ai un autre, il a été détaché chez les commandeurs marines. Un autre qui est passé 13e RDP. Un autre qui est passé... Donc voilà. Et même... quelques-uns de chez nous, guerre électronique, passent au niveau du service de renseignement ou d'autres au niveau de la cyber. Voilà. Il y a vraiment, au niveau de la guerre électronique, il y a plein de possibilités, mais même dans l'armée, il y a plein de métiers différents. Donc je pense qu'il faut savoir un peu ce qu'on veut faire, il faut écouter les autres possibilités et après, il faut se lancer. Il faut se lancer.